Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire qu'ensemble on fait des vidéos pour accueillir les visiteurs de votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Donc, aujourd'hui, nouvelle saison de Partir en affaires, troisième saison qui commence. On commence l'année 2022 et on la commence tellement en grande beauté. Aujourd'hui, petite mise en contexte. Mon invité d'aujourd'hui, c'est une entrepreneur coup de cœur avec qui c'est difficile en fait de ne pas tomber profondément en amour parce que c'est une personne de cœur, c'est une personne qui a développé des outils absolument extraordinaires et tellement essentiels. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle. Plus précisément, on va parler de comment développer l'intelligence émotionnelle des enfants, mais on va probablement déborder un peu du sujet principal. Mon invité, je l'ai connu grâce à une autre entrepreneure de cœur profondément humaine, Nathalie Dion. Et quand j'ai reçu Nathalie sur le show l'an dernier, à ce moment-là, ma tête, tout mon être n'était pas à 100% présent parce que je connaissais des enfants de mon entourage qui vivaient une période difficile avec un parent qui est violent verbalement. Et j'en ai parlé avec Nathalie, puis elle m'a mis en contact avec Edith. Elle m'a montré un peu les ressources qu'Edith développait. Bref, sans plus tarder, je vous la présente. Donc, Edith Levasseur. Salut Edith, comment vas-tu? Allô Mathieu, ça va très bien. Écoute, je suis contente de te recevoir parce que justement, tu es arrivé sur ma route d'une manière organique, tu sais, quand on a besoin, quand on ressent le besoin d'avoir des réponses, d'avoir des outils, il y a quelque chose d'assez intense qu'on vit en ce moment, Nathalie m'a référé à toi, puis je suis vraiment content qu'elle l'ait fait parce que tu développes toutes sortes de beaux outils. Écoute, j'aimerais ça brièvement que tu dises un peu ce que tu fais avec Génération IPC, puis ensuite on va rentrer un peu dans ton parcours. Parfait, oui. Je vais commencer d'abord par me présenter un peu plus en détail. En fait, moi, j'aime me présenter comme étant une enseignante profondément atteinte. Oui, je suis profondément atteinte de passion. Donc, j'enseigne auprès des tout-petits depuis maintenant plus de 20 ans. Et je suis également professeure d'impact et j'ai développé une grande passion pour intervenir avec puissance auprès de mes élèves. Donc, Génération IPC est née de ma passion pour la création. Donc, Génération IPC a commission tout simplement de soutenir les petits dans le développement de leur intelligence émotionnelle. Donc, d'apprendre aux enfants à s'aimer, à développer une attitude positive, à être en contrôle de leurs émotions. Ça fait un petit peu le topo de la mission de Génération IPC. Puis, pourquoi c'est important de développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants? Écoute, Mathieu, c'est simple. Et ça, je le dis à maintes reprises. J'aurais tellement souhaité un jour qu'on m'apprenne à l'école à m'aimer, justement, à développer une attitude positive et à être en contrôle de mes émotions. Je pense que ça aurait pu, évidemment, éviter beaucoup de souffrance dans mon parcours. Ce que je souhaite, évidemment, parce que c'est pas nécessairement la pratique courante, mais j'espère pouvoir, justement, apprendre à nos petits à être, justement, pour leur permettre par la suite d'être mieux disposés à faire. Et c'est ce que et l'importance de tout ça, c'est, j'ai une image que je peux te partager. Je vois ça comme un coffre à outils, donc de remplir le coffre à outils de nos petits pour que justement ils puissent devenir des adultes outillés, équilibrés, donc qui puissent justement mieux affronter les tempêtes qu'ils auront à eux aussi affronter parce que c'est ça aussi la vie. Puis c'est tellement quelque chose de précieux que justement de développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants. Moi, quand j'ai lu l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, j'étais déjà à l'université à ce moment-là, j'étudiais en sexologie, et ça m'a frappé comme une brique au visage. D'abord parce que c'est la première fois que j'étais exposé à de telles notions, qu'on parlait d'empathie, qu'on parlait de bienveillance, qu'on parlait d'écoute active, mais de ses émotions, des émotions de l'autre, du non-verbal et ainsi de suite. Et aussi parce que j'avais à ce moment-là l'impression d'être à moins 20 sur l'échelle de l'habileté de mon intelligence émotionnelle. Puis c'est quelque chose que j'ai développé adulte, donc.
de fil en aiguille et avec toutes sortes de misères. Moi, j'ai longtemps été habité d'une grande colère. Mon père était un colérique, c'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau, puis ça m'a été communiqué directement. Puis ça m'a pris tout un parcours de vie, puis une thérapie de quelques années pour identifier les différentes causes de ma colère, puis c'est drôle parce qu'à la fin, l'avant-dernière rencontre avec mon psy, j'y ai dit j'ai l'impression d'être guéri, je me sens plus en colère. Puis là, il m'a corrigé, il m'a dit t'es pas guéri, la colère, c'est pas une maladie, c'est une émotion. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand je suis en colère, mais les autres émotions ont réussi à prendre leur place parce que la colère ne prend plus toute la place. Bref, développer l'intelligence émotionnelle, je suis content de l'avoir fait dans ma mi-trentaine, d'avoir mis ça. Mais je peux concevoir facilement que si les enfants ont des graines qui sont semées très tôt, ben justement, ils vont avoir une plus grande facilité à être en relation avec autrui, à gérer des conflits et ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que on ne l'enseigne pas, par exemple, dans nos écoles? Ou qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté, même comme parents, à donner ces notions-là à des enfants? Bien, en fait, je vous dirais qu'à prime abord, en tant qu'enseignante, le frein premier, c'est qu'évidemment, on a un programme très chargé qui fait que de trouver dans notre quotidien des micro-moments pour justement prendre le temps d'apporter ces notions-là à nos élèves, ça devient en soi un défi très souvent. Et c'est justement ce qui fait que l'approche que je propose, elle est grandement appréciée, bien accueillie de la part du milieu éducatif parce que justement, c'est des outils simples, rapides, facilement applicables qu'on peut à tous les jours justement travailler dans notre quotidien d'enseignant et aussi, bien sûr, dans notre quotidien de parents. Donc, tu sais, tantôt, dans ce que tu disais, il y a quelque chose qui résonnait à l'intérieur de moi. Tu sais, moi j'ai toujours longtemps pensé dans ma vie que les émotions, c'était un fardeau jusqu'au jour où, justement, j'ai appris que les émotions, non, c'est un cadeau, un précieux cadeau. Et c'est ce que je tente d'enseigner à mes élèves parce que quand on ressent une émotion, évidemment, c'est un précieux signal, un signal qui vient nous dire « Oh, attention, il y a quelque chose à l'intérieur de toi ». Et j'aime toujours imaginer mes enseignements justement avec des images puissantes. Je leur parle du fameux tableau de bord dans la voiture de leurs parents. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, les copains, quand il y a une lumière qui s'allume dans le tableau de bord? Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a quelque chose qui doit être vérifié. Même chose, à l'intérieur de toi, ton corps, il ne peut pas parler. Par contre, il peut te transmettre des informations grâce à tes émotions. Évidemment, ton devoir à toi, c'est de prendre soin de les écouter, de leur ouvrir la porte. Moi, je dis qu'on déroule le tapis rouge à nos émotions. Ce qu'on a tendance à faire souvent, c'est de fermer la porte, parce que ce n'est pas toujours confortable. Et d'aller apprendre tout simplement à mes élèves que les émotions, ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif, mais que c'est tout simplement qu'on vit des émotions qui sont parfois agréables, d'autres moments désagréables, mais que toutes les émotions sont saines parce que justement, ils enseignent un précieux message. Donc, voilà. Quand on est dans l'inconfort, on veut en sortir, on veut l'évacuer, on veut se réfugier dans une tablette, dans un livre, dans peu importe, on va essayer de se sauver plutôt que de rester dans l'émotion puis de creuser. Puis je serais curieux, c'est sûr qu'on va revenir sur le sujet, mais parce que tu l'as abordé à quelques reprises, ton parcours, il est assez singulier. Là, tu commences tranquillement à faire un virage vers l'entrepreneuriat. Je vais partager ton profil LinkedIn. Fait que toi, dans le fond, tu es enseignante depuis l'an 2000, depuis septembre 2000. Fait que tu as passé toute ta vie dans l'enseignement. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené d'enseignante, puis je ne sais pas à quel point tu t'es prédestiné à l'intelligence émotionnelle en 97 quand tu as commencé ton bac. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, puis comment l'intelligence émotionnelle, puis la raison d'être, ta mission, a fini par t'habiter? Ben, c'est en fait une question qui m'est souvent posée. Et évidemment, mon chemin vers l'intelligence émotionnelle est un peu semblable à plusieurs, mais vous savez, moi aussi, à un certain moment de ma vie, j'ai aussi bataillé avec l'existence. Donc, à la base, j'étais un enfant profondément anxieuse qui s'est transformée à l'adolescence en une adolescente profondément troublée. J'ai dû faire une maîtrise, un doctorat plutôt, dans l'amour de soi parce que j'ai traversé pendant 10 longues années un trouble alimentaire. Donc, j'ai appris à m'aimer une petite bouchée à la fois. Et par la suite, bien, je me suis transformée en une adulte
anxieuse, encore une fois. Et j'ai dû partir à la recherche d'outils. Et évidemment, j'aime dire que maintenant, je bénis mon passé parce que ça m'a permis justement d'avoir cette sensibilité-là pour avoir envie de donner ces outils-là à mes élèves. Et dans le quotidien de ma classe, ce qui, à chaque fois, m'interpellait énormément, c'était de constater tous les défis vécus par mes élèves, justement de voir ces défis-là avec lesquels j'avais à intervenir. Et évidemment, ça m'a poussé à avoir envie de créer des outils, justement, d'aller imaginer, d'aller innover mes méthodes. Et c'est de là qu'est partie mon approche unique qui marie les techniques d'impact et la pleine conscience. Donc, voilà, il n'y a rien qui prédestinait Édith Levasseur à devenir une entrepreneur. Ça s'est placé sur ma route par la force des choses. C'est un peu par la... Ouais, c'est ça que j'en ai dit, c'est un peu par la force des choses. Est-ce que tu constatais un manque d'outils? Parce que j'imagine bien que tu n'es pas la première personne à dire « OK, il faut développer l'intelligence émotionnelle des enfants ». J'entends aussi que, bon, les techniques de pleine conscience et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y avait comme outil et quel était le manque à gagner finalement dans ce que tu as identifié, toi? Ben, en fait, les outils qu'on avait, hein, on prenait des outils qu'on croit évidemment qui pouvaient nous aider, mais moi, ce que je remarquais dans mon quotidien d'enseignante, c'était vraiment qu'on était à court d'outils justement pour aller faciliter la gestion de la classe, pour mieux gérer les conflits, pour justement développer les habiletés relationnelles. C'était difficile. On manquait également d'outils pour aller travailler l'estime de soi de nos élèves. Et, tu sais, d'aller justement avoir ces choses-là. Moi, j'ai dû aussi être innovante, pas juste dans le cadre de mon travail d'enseignante, mais aussi dans celui de maman, parce que oui, moi aussi, comme maman, j'ai eu des défis avec une gestion d'émotions pas toujours facile avec mes fils. Donc, je me sentais souvent impuissante. J'avais besoin d'aller chercher des idées. Et justement, devant une gestion de colère pas facile avec mon tout dernier, ben, c'est magique parce que ça m'a donné l'inspiration d'écrire mon premier livre qui s'appelle Le filet magique, une façon d'aller apaiser notre colère. Et justement, après le lancement de mon premier livre, bien, les choses se sont enchaînées. J'ai créé de nouveaux outils de formation et voilà, tout ça a pris son expansion. Je vais partager justement les livres que tu as écrits pour les gens qui nous regardent en vidéo. Je vais tout de suite donner ton site web, impactpleineConscience.ca. Donc, je suis dans la section produits et les livres. Donc, tu es rendu à 5 livres? Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui... puis là, tu fais aussi, quand je regarde, bon, il y a aussi des formations que tu donnes. Là, c'est ça, de passer d'enseignante à entrepreneur, moi, ça, je trouve ça vraiment particulièrement intéressant. Puis, te connaissant un petit peu, je le sais ça a été difficile de faire le saut parce qu'on t'aime encore enseigner, mais après 20 ans, tu n'aurais pas arrêté d'enseigner si ce n'était pas de ce projet-là entrepreneurial. Corrige-moi si je me trompe, Édith. Donc, c'est quoi les défis, finalement, de passer d'une job qu'on aime, pour laquelle on est passionné? Parce que moi, je le sais, c'est quoi passer d'une job qu'on n'aime pas à être entrepreneur? C'est le fun. C'est difficile, c'est complexe, mais c'est le fun. Mais de passer d'une job qu'on aime à être entrepreneur, c'est quoi les émotions que tu vis? C'est quoi les défis qu'il y a devant toi? Écoutez, oui, toutes sortes de défis. Le principal défi, en fait, en soi, moi, évidemment, j'aime expliquer à mes élèves, justement, à l'aide d'une technique d'impact que je vais te montrer. Je leur dis, j'aime ça expliquer, justement, qu'on arrive, on vient au monde, on a tous notre sac avec nos propres pièces de casse-tête qui nous identifient, tous les morceaux qui nous identifient, nos forces, nos faiblesses, bref, tout ce qu'on a comme magie. Et moi, dans mon sac, quand j'avais des morceaux, des pièces uniques que je connaissais déjà, je savais très bien que j'avais la passion, je savais très bien que j'étais hyper créative, mais j'avais jamais pris conscience que dans mon sac, en fait, je l'avais jamais vu, que j'avais peut-être la pièce de l'entrepreneur. Et en fait, j'ai fouillé, j'ai trouvé un petit morceau d'entrepreneur parce que oui, je viens d'une famille quand même du côté paternel. Il y a des entrepreneurs dans ma famille. Ça m'a toujours interpellée. J'ai toujours admiré beaucoup leur force, leur audace. Ça m'a toujours interpellée grandement. Puis, bien, justement, quand j'ai décidé de démarrer mon entreprise par la force des choses, je savais très bien que c'était peut-être pas ma force principale que j'avais. Par contre,
j'ai su m'entourer. J'ai su m'entourer de gens qui m'ont guidée vraiment de façon merveilleuse. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai osé parce que je me suis sentie toujours bien accompagnée à chacun de mes pas. Et j'aime utiliser cette phrase-là. C'est dans le cadre de cette aventure-là, ce que je me rappelle toujours. OK, Edith, le plus petit pas possible. Quel est ton prochain plus petit pas? Okay. Et d'être entouré de gens qui croient en toi puis qui ont foi en tes capacités à mener un projet qui est précieux. On parlait de Nathalie Dion, mais j'ai vraiment, de ce que j'ai compris d'elle, elle a énormément d'amour et d'estime de toi et de ce que tu fais. Et donc, c'est sûr que ça aide. On en parle souvent à partir en affaires, mais être bien entouré, là, ça fait toute la différence quand on se part en affaires et quand on continue d'être en affaires pour cheminer et continuer de prospérer. Puis là, c'est intéressant parce que ta clientèle change. C'est-à-dire que quand tu es enseignante, tu t'adresses à des enfants. Tu as à dealer avec des collègues de travail, d'autres enseignants, directeurs d'école, ainsi de suite. Mais maintenant que tu es entrepreneur, il faut que tu identifies tes clients. Alors, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont les écoles? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est une combinaison de tout ça? C'est qui ta clientèle? Bon, en fait, c'est vraiment diversifié de plus en plus. Au départ, tout ça s'adressait, bien sûr, comme tu le disais, d'abord à des enseignants de préscolaire premier cycle. Par la suite, on a été vers les enseignants de plus haut niveau. Et maintenant, je vous dirais que oui, je forme les enseignants des écoles primaires principalement. Mais aussi, j'interviens maintenant auprès des CI3S, travailleurs sociaux, des psychologues, cliniques de pédiatrie aussi qui utilisent l'approche IPC. Donc, tout ça, c'est diversifié là, avec le temps. Puis là, c'est quoi tes principaux apprentissages que tu as fait jusqu'à maintenant comme entrepreneur? Depuis le moment où tu as commencé à dire, OK, je suis en affaires, je peux pas. C'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à vendre des produits, des services, tu commences à être entrepreneur. Ça a été quoi tes principaux apprentissages? Écoutez, l'apprentissage le plus important, ce que l'entrepreneuriat m'aura appris d'abord et avant tout, c'est à affiner mon bouclier. Oui, j'ai écrit l'histoire du bouclier magique parce que j'ai été grandement inspirée par cette histoire-là parce que en devenant entrepreneur, j'ai réalisé qu'on avait besoin justement de solides boucliers parce que de faire face, bien sûr, au regard des autres, pour moi, c'était quelque chose de difficile. J'ai énormément grandi à travers ça. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, donc un apprentissage majeur. Aussi, bien, ce que j'ai appris grâce à l'entrepreneuriat, c'est bien sûr d'oser. Oser faire un pas de côté, d'oser sortir de sa zone de confort. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je me suis permis d'oser, évidemment, c'est là que j'ai créé de la magie. C'est toujours à l'extérieur de notre zone de confort. Fait que oui, c'est ce que j'ai appris grâce à l'entrepreneuriat et j'apprends tous les jours. C'est ce qui est magique parce que, tu sais, depuis les années, oui, 21 ans de carrière dans ma classe d'enseignante, j'avais besoin de ces petits défis-là, d'avoir de nouveaux défis. C'est ce que m'apporte l'entrepreneuriat présentement. Les gens qui écoutent le show vont trouver que je me répète parce que je le dis tellement souvent, mais on ne grandit jamais aussi bien qu'en dehors de sa zone de confort. Il faut apprivoiser l'inconfort, d'être en dehors de sa zone de confort, mais c'est tellement riche. Oui. OK, on a parlé un peu de ton parcours, puis j'aimerais ça qu'on revienne dans le sujet principal. Juste avant, les gens qui nous écoutent en direct, si jamais vous avez des questions pour Edith, posez-les, puis dans quelques minutes, je vais les afficher à l'écran, puis on pourra embarquer dans la discussion finalement avec vous tous. Donc, Edith, comment on développe ça, l'intelligence émotionnelle chez un enfant? Un petit pas à la fois. En fait, on développe ça, l'intelligence émotionnelle, de différentes façons. Mais moi, la façon dont je le développe avec mes élèves, c'est vraiment, justement, tantôt, je te parlais d'un mariage unique entre les techniques d'impact et la pleine conscience. Donc, je vais vraiment utiliser des objets, beaucoup d'objets, des images puissantes pour aller ancrer l'apprentissage, pour permettre justement une rétention beaucoup plus grande. Donc, tantôt, je te montrais mes pièces de casse-tête. Ça semble bien banal, mais le genre d'outils que je vais utiliser avec mes élèves pour justement aller travailler la connaissance de soi. Autre chose, rapidement, près de moi, j'ai des choses, si tu veux, que je te propose ça. Évidemment, j'aime expliquer à mes élèves que
toujours à partir d'objets concrets. Moi, je trouve que lorsqu'on part de quelque chose de connu, évidemment, c'est toujours gagnant. Donc, j'aime expliquer à mes élèves au niveau des habiletés relationnelles que, évidemment, tout ce qu'on lance nous revient inévitablement, au même titre que le swing bolo. Hein. Évidemment, qu'est-ce que je choisis de lancer aux autres? Est-ce que je leur lance de la gentillesse, de la douceur, de la bienveillance? À l'inverse, est-ce que je lance de la colère, de la rage, évidemment, des mots piquants? Qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Et moi, dans l'approche que je propose, évidemment, c'est d'amener les élèves à prendre conscience qu'ils ont toujours le pouvoir d'agir pour changer les choses. Donc, tu peux choisir ce que tu lances. Inévitablement, ces outils-là auront un impact puissant. Je ne sais pas, j'ai juste une autre idée rapide pour l'intelligence émotionnelle. Par exemple, je vais utiliser une simple boule à neige. Qu'est-ce que je vais faire avec la boule à neige? Je vais expliquer à mes élèves que les émotions, que nos pensées, c'est à l'image des petits flocons. Ça va troubler notre esprit. Ça va souvent créer de la confusion. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement si on fait un stop? Le stop qui veut dire se taire et observer patiemment. Évidemment, on établit la clarté. Donc, la façon dont j'enseigne l'intelligence émotionnelle, c'est toujours à travers justement l'utilisation d'objets, de métaphores, d'images puissantes. Et c'est ce qui a de la puissance, parce que par la suite, ce qu'on va avoir comme impact, nous, les enseignants, les parents, c'est qu'on va pouvoir éviter mille mots. Alors moi, j'ai juste à dire, par exemple, je surveille dans la cour de récréation, je suis en train de constater qu'il y a des élèves qui se parlent avec un langage pas très approprié. Je veux justement éviter mille mots. Je vais juste dire à l'élève, « Hey, swing bolo, qu'est-ce que tu es en train de lancer à ton ami présentement? » Et automatiquement, la réflexion va se faire. Donc, ce qui est magique avec l'approche, et justement, c'est qu'on a développé un langage commun. Donc, on va intervenir auprès de nos élèves tous de la même façon, tous les intervenants de l'école. Donc, on multiplie la puissance de nos interventions. Et voilà. Mais tu nommes quelque chose d'intéressant, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus, parce que tu dis, bon, OK, si tous les intervenants vont dans le même sens, ça fonctionne bien. Mais s'il y a des gens là-dedans qui vont à contre-courant, je pense par exemple à justement une enseignante, mais qui voit, je ne sais pas, des parents complètement dysfonctionnels qui risquent de défaire ou de nuire au développement de l'intelligence émotionnelle de leurs enfants, ou encore l'exemple d'un parent qui nuit et un parent qui veut faire une différence, mais qui a l'impression que c'est annulé à chaque fois que ses enfants retournent chez l'autre parent. Comment on fait pour intervenir auprès d'enfants quand il y a justement du contre-courant comme ça qui viennent principalement, j'imagine, de la part des parents de ces enfants-là? Moi, j'aime juste garder en tête cette image-là. Évidemment, ce que je vais faire auprès de mes élèves, je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe à la maison, sur ce que mes élèves, malheureusement rendus chez eux, auront comme discours peut-être de la part de leurs parents. Ce que j'aime me rappeler, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je sème des petites graines. Et évidemment, chaque jour, je vais semer des petites graines. Je ne vais pas tout le temps voir les petites racines qui vont prendre, mais je sais très bien que ce que je fais dans mes interventions à l'école, c'est que je viens justement les rendre de plus en plus conscients de ce langage externe-là, de prendre conscience en autre image que je vais utiliser, qu'on peut baigner dans un océan bleu, dans un océan pollué, qu'on a la possibilité de choisir. C'est pas toujours facile, mais qu'on peut prendre des actions conscientes pour aussi se protéger. Et évidemment, ce que j'aime aussi rappeler à tous les enseignants avec qui je vais partager mon savoir, c'est juste que l'important, ce n'est pas de convaincre, mais c'est d'amener à réfléchir. Donc, oui, peut-être que ça n'aura pas toujours l'impact qu'on souhaiterait à la maison, mais chez l'enfant, évidemment, je vais avoir semé des petites graines de pleine conscience. Et comment on fait alors pour intervenir auprès des parents? Est-ce que justement, c'est quoi la meilleure façon d'aider les parents à développer l'intelligence émotionnelle de leurs enfants? Bien, en fait, c'est de les informer, de créer ce fameux pont entre l'école et la maison. Et c'est justement ce qu'on fait avec cette approche-là de plus en plus, c'est qu'on va outiller aussi les parents. Parce que oui, bien sûr, c'est super d'intervenir auprès de nos élèves, mais si tout ça n'est pas réinvesti à la maison, évidemment, on n'a pas le même impact. Donc, ce fameux langage commun-là dont je te parlais tout à l'heure, on va le réinvestir auprès des parents. Donc, par exemple, juste pour te donner une idée, dans l'agenda de la semaine, on peut informer le parent de l'astuce bonheur qui est travaillé en classe, de ce qu'on a travaillé, de nos fameux mots précieux qu'on va utiliser. On va aller de cette façon-là, les informer. On va justement les mettre à contribution dans cette aventure-là. C'est la façon dont on peut le faire en tant qu'enseignant, d'aller les rejoindre de cette façon-là.
Puis comme je vais afficher le commentaire de Nathalie Dion en début qu'elle a écrit en début d'épisode où elle dit « Mon souhait qu'un jour la pleine conscience soit enseignée aussi à l'université pour que nos futurs enseignants et enseignantes soient mieux outillés pour répondre à la réalité de nos enfants. » Effectivement, c'est un effort de communauté finalement. Plus la communauté, les parents, les enseignants, les adultes significatifs sont informés d'abord, sensibilisés devrais-je dire, puis ensuite qu'ils puissent eux-mêmes développer les outils, plus on va créer une société d'individus habiles au niveau des émotions, au niveau des relations. Et l'outil équilibré, tout à fait. J'aimerais ça je serais curieux de savoir dans quel ordre tu as développé les outils, les livres, les formations que tu as fait, puis c'est quoi la suite des choses? Comment tu priorises finalement? Je vais aborder tel sujet, je vais aborder tel autre. Ça, c'est en soi un défi parce que j'ai un cerveau hyper actif. Donc, moi, la création, c'est ça, je dois m'arrêter. Puis justement, Nathalie qui est là pourrait vraiment me dire, vous confirmer que des fois, je dois me calmer parce que j'ai justement tout plein d'idées de création. Donc, comment ça a débuté? Ça a débuté par un premier livre que j'ai d'abord écrit, Le filet magique, comme je vous parlais, évidemment pour aller travailler la colère avec les enfants. Et par la suite, 2 autres qui se sont ajoutés à la collection. Et là, bien, l'envie de faire des formations est apparue. Et bien sûr, l'outil thérapeutique Ethos que j'ai créé pour aider les enfants, justement, quand on parlait tantôt de comment appliquer ça à la maison, pour créer un pont entre l'école et la maison. Donc, l'enfant qui peut, à la maison, de façon autonome, aller appliquer les stratégies apprises en classe grâce à cet outil-là. Donc, voilà, évidemment, plein d'autres choses à venir, c'est sûr. Présentement, je travaille sur un autre projet, Imager la pleine conscience, un véritable jeu d'enfant. Donc, j'ai plein d'idées qui sont en route et je pense que tout ça est le plus beau des commencements. Merci. Puis, je vais afficher une question qui je trouve qui est une bonne suite logique. Marie-Pierre Julien qui demande, est-ce qu'il y a une planification, séquence ou un ordre particulier de toutes ces stratégies? On commence par quoi finalement, que ce soit auprès des enfants ou auprès des parents? On commence par quoi? Ben, dans la façon dont je vais l'enseigner, oui, il y a un ordre qui est là, bien sûr. C'est très important. Planification. Par exemple, moi, je ne sais pas si c'est un peu ce qu'elle souhaite comme réponse, mais c'est que oui, je vais guider les enseignants à savoir, on va commencer par quelle technique en classe. On va travailler d'abord la connaissance de soi. Pourquoi la connaissance de soi? C'est parce que c'est le pilier, la composante la plus importante de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va vraiment aller miser dès le début de l'année sur cette composante-là. Par la suite, on va enchaîner chacune des autres composantes, que ce soit l'empathie, justement, que ce soit l'automotivation, que ce soit les habiletés relationnelles. Évidemment, je vais enchaîner tout ça dans une séquence précise et c'est ce que je vais faire justement lors de mes formations, d'aller donner ces outils-là pour savoir de quelle façon enchaîner le tout. Et justement, comment, à petite dose, intégrer ces enseignements-là dans notre quotidien pour revenir en boucle constamment parce qu'on le sait, on apprend par la répétition. Donc, c'est bien beau de parler une journée d'une activité, de travailler la connaissance de soi, mais si on ne revient pas constamment sur ça, on n'aura pas le même impact. Puis quels sont on parle de prendre conscience de ces éléments-là, puis je pense que évidemment, ça ne peut faire autre. On ne peut pas parler de comment développer, je ne sais pas moi, son empathie si on n'a pas d'abord une compréhension de ce qu'est l'empathie. Quels sont les principaux défis que tu vois autant auprès des gens? C'est quoi les principales difficultés qui se dressent devant le développement de l'intelligence émotionnelle? Mais c'est justement les principales difficultés, moi, je trouve, c'est que à la base, ma principale difficulté que j'ai eue, c'est que je n'étais pas outillée pour le faire. Je ne savais pas comment m'y prendre. Oui, je savais que c'était important. Oui, je savais que je devais prendre du temps dans mon quotidien d'enseignante, de parent pour aider mes élèves à être mieux disposés à faire. Sauf que je n'avais pas ces outils-là. C'est le défi principal parce que oui, tous les enseignants sont conscients que c'est super important. Tous les parents savent aussi que c'est très important. Mais on ne sait comme pas justement de quelle façon. Fait que moi, c'est ce que je voulais vraiment aller avec des outils concrets pour un petit pas à la fois, une technique à la fois, un petit changement à la fois, aller influencer le changement auprès de nos élèves, auprès de nos petits. Merci Nathalie Dion qui dit la formation L'impact en pleine conscience est un bon début. Oui.
On a une autre question aussi qui vient d'apparaître de Fred Monplaisir qui dit « Edith est certainement une passionnée pour avoir quitté un métier qu'elle adorait pour devenir une entrepreneure toujours aussi passionnée. Qu'est-ce qui donne la force de faire le saut dans le vide comme ça? » J'ai une image puissante. Moi, je vous dirais que la force vient qu'on tient la peur dans une main et la passion dans l'autre. Ce qui donne la force, c'est la passion. Et ce qui m'a donné à moi la force, c'est de voir aussi l'impact que ça apporte chez les autres, de ressentir le bien-être que tout ça va apporter auprès des familles, auprès des enseignants dans leur quotidien, d'alléger un peu tout ça. Faire le saut dans le vide comme ça, c'est toujours en soi quelque chose de très, très, très inquiétant. Mais moi, je dis toujours que je fais confiance à mon ressenti. Je vous dirais que mon cœur est souvent connecté sur mes émotions. Vous voyez, l'importance d'avoir une intelligence émotionnelle bien développée, et souvent, ça va bien me guider, mais évidemment, il faut avoir la passion. Hop, excuse-moi, j'étais muté. Il y a tellement de richesses et de récompenses et à devenir entrepreneur et à développer son intelligence émotionnelle. On a tellement plus à gagner qu'à perdre à le faire. Je parlais un peu de mon histoire tantôt, mais honnêtement, je suis content de l'avoir fait à la mi-trentaine, la thérapie et tout ça, le travail de vraiment travailler mes blessures, puis développer, accéder à une meilleure intelligence émotionnelle. Puis la vie est tellement complètement plus savoureuse, plus riche de nuances c'est tellement plus facile de goûter à tous les petits plaisirs comme s'ils en étaient de grands. C'est le jour et la nuit. Tu m'as écrit en préparation de l'épisode, on s'ouvre, c'est drôle parce que c'est un peu ça que je parle, mais on s'ouvre à quelque chose de grand en laissant tomber quelque chose de petit. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette phrase-là? Ça veut tout dire. C'est d'ailleurs une technique que je présente dans mes formations. J'ai un petit pot, j'apporte des petites graines et, avec une petite graine tout petite. Évidemment, c'est tout petit. On n'a aucune idée justement à quoi on s'ouvre en laissant tomber quelque chose de petit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me rappelle encore de cette journée-là, le fameux 18 juin où, dans l'inconfort total, je suis partie avec mes petites valises faire une présentation devant 3 hommes. Je suis allée parler de respiration, de pleine conscience, d'anxiété. Ouf, croyez-moi, moi aussi, j'ai dû respirer. Donc, le petit pas, hein, j'ai laissé tomber quelque chose de petit cette journée-là avec la peur, puis ça me conduit vers quelque chose de magique. Même chose hein, pour la création de cet outil thérapeutique-là, tous les pas que j'ai eu à faire pour pouvoir rendre ça possible. Donc, au départ, oui, c'est quelque chose de petit, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Et la preuve est qu'on est déjà à notre 5e cargaison d'éthos qui va arriver bientôt pour aller ou justement accompagner les petits dans le développement de leur intelligence émotionnelle. Donc, c'est ce que ça veut dire pour moi. On laisse tomber quelque chose de petit, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Merci. On s'enligne tranquillement vers la fin. Si jamais vous avez encore des questions, il vous reste quelques minutes pour les poser, les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent qu'on n'a pas encore abordé, que tu aimerais absolument qu'on... Ben, j'aimerais juste peut-être... en terminant, j'aimerais ça, Mathieu, si tu avais envie qu'on fasse une technique d'impact ensemble, est-ce que tu aurais envie que je t'en propose une, un peu pour que tu puisses saisir le genre d'enseignement, comment je m'y prends justement, quand tu me disais comment tu t'y prends pour enseigner l'intelligence émotionnelle, ben, j'aimerais ça t'en faire vivre une. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Est-ce que tu es prêt à faire ma petite technique? Donc, présentement, l'écran est freezé pour moi. Donc, je vais penser peut-être que je suis encore, pour moi, en diffusion. Donc, je vais le faire avec mes choses, Mathieu, en attendant que ça dégèle l'écran. Alors, Mathieu, tu vois, je t'ai apporté, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai apporté 2 cadeaux. Donc, je t'ai apporté celui-ci, Mathieu. Je ne sais pas si tu le vois. J'ai pris la peine de bien te l'emballer. J'ai même ajouté des beaux rubans.
Et j'ai pensé aussi t'apporter celui-là ici. Mathieu, est-ce que tu le vois? En fait, j'aurais ça à t'offrir, Mathieu, ou j'aurais celui-là. Tu sais. Je voudrais te demander lequel des deux tu préférerais, Mathieu? Est-ce que tu aimerais bien avoir celui-là ou tu voudrais celui-là? Là, je viens juste de me reconnecter. J'ai eu un problème d'Internet pendant une minute. Fait que j'ai manqué. Excuse-moi, j'ai eu une bonne minute et demie où j'avais plus d'Internet. Oui, je me sentais toute seule. J'ai continué, alors je reprends. Okay, merci d'avoir continué. Donc, Mathieu, voici, je disais que je vais te faire vivre une technique d'impact pour que tu puisses mieux saisir comment, justement, on enseigne l'intelligence émotionnelle à nos élèves. Alors, écoute, j'ai pensé à toi pour finir le live, ça serait super. Je t'ai apporté des cadeaux. J'aime ça beaucoup donner des cadeaux. J'en ai apporté un beau ici, là, tu vois. J'ai pris soin de même ajouter des rubans. J'ai pris un bel emballage pour toi. Puis, j'ai aussi celui-là, Mathieu. Là, je ne sais pas si lui, ça pourrait t'intéresser. C'est mon vieux mouchoir enrhumé. Donc, au moins, ton mouchoir, il est personnalisé, il y a quelque chose de toi. Je vais te demander, Mathieu, lequel tu aimerais mieux si tu en avais un seul à choisir? Celui-là ou celui-là? Je vais prendre le sac. OK, pourquoi, Mathieu? Fait que finalement, si je comprends bien, c'est des faux choix. Non, mais pourquoi, Mathieu, tu prends celui-là? Dis-moi. Parce que j'aime beaucoup le renne. OK. Ouais, le renne, il me parle. Je le trouve mignon. Autre chose, pourquoi donc? C'est autre chose qui t'attire? C'est le côté pratique. Je peux mettre des chocolats dedans puis aller à... Oui, puis en plus, tu as vu, j'ai pris soin de l'enrubanner, de mettre des beaux rubans. J'ai fait attention. Mais tu sais quoi, Mathieu, tu es vraiment sûr que tu ne voudrais pas celui-là? Oui, je vais passer mon tour. Oui, c'est triste, hein, Mathieu, parce que tu sais, même si je l'ai très mal emballé, mon cadeau, j'avais quand même quelque chose de précieux à dire. Mais je l'ai tellement mal emballé que tu n'as pas voulu m'écouter. Donc, ça, c'est des techniques pour enseigner à nos élèves des habiletés relationnelles. Donc, tu comprends, après, on a juste à dire à nos élèves, « Oh, est-ce que tu as bien emballé ta demande? » Et ils vont tout comprendre. Donc, c'est vraiment l'impact de tout ça. C'est vrai qu'on emballe mal nos demandes, bien sûr. Oui, puis là, on prend conscience que parfois, c'est mieux d'ajouter quelques petits rubans. Merci, Edith, pour la belle démonstration. Très appréciée. On a tellement à gagner. Tu sais, la qualité des relations, la qualité des interactions avec les gens autour de nous sont tellement plus précieuses à partir du moment où on fait attention à comment on présente les choses, à partir du moment aussi où on accueille et l'autre et soi-même dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, puis qu'on est capable d'identifier ça, puis là qu'on est capable de lire un peu le non-verbal, la personne, la vie devient tellement plus riche quand on a une qualité d'intelligence émotionnelle, puis que tous les filtres qui polluent un peu là, nos blessures, nos traumatismes, nos regrets, nos intentions. Il y a beaucoup de choses qui peuvent servir de filtre, qui font en sorte que justement nos demandes des fois sont mal emballées. Oui. Puis, moi, j'aime aussi l'image de la médaille. En fait, moi, la pleine conscience que ça a apporté dans ma vie, c'est que ça m'a appris à tourner ma médaille. J'aime expliquer à mes élèves qu'une médaille, ça a deux côtés en gravure. Et évidemment, on a toujours le choix le matin quand on se réveille de porter notre médaille du côté positif ou du côté négatif. Mais c'est un peu un entraînement mental d'apprendre ça à nos élèves. Puis que oui, on a le pouvoir de tourner notre médaille et que parfois, quand il arrive des choses dans notre vie, c'est vrai que des fois, les cadeaux ne sont pas toujours bien emballés. Mais de se rappeler qu'il y a toujours souvent un cadeau caché à chaque chose qui nous arrive. Puis c'est correct aussi de ne pas être toujours à son meilleur, de se donner la permission d'être plus fatigué, d'être plus... Tu sais, c'est un des accords Toltec, faire de son mieux. Puis c'est son mieux, notre mieux, votre mieux va être différent d'une journée à l'autre, puis c'est correct. On n'a pas besoin d'être toujours sa coche, mais d'avoir cette conscience-là aide beaucoup. D'ailleurs, les 4 accords Toltec, c'est aussi un très bel outil pour développer son intelligence émotionnelle, parce que Dieu sait que quand on commence à faire des présomptions, pour les gens qui sont familiers avec les accords Toltec, ça pollue puis ça teinte un peu nos interactions, parce qu'on présume de l'intention de l'autre, puis on ne vient pas valider en posant des questions. Tu as agi de telle façon, je l'ai interprété de même. C'est ça que tu voulais dire ou c'est autre chose? Justement, c'est drôle que tu parles de ça parce que dans le langage d'impact, on m'a enseigné ça dès le jeune âge aux élèves, donc de partir à la quête de la vérité plutôt que de se faire des suppositions qui vont souvent nous faire souffrir nos scénarios mentaux, de partir à la quête de la vérité. Puis quand tu parles
du plus petit pas possible, de faire toujours de notre mieux. Ben, je vais juste te montrer comment je l'enseigne à mes élèves. Tu sais, si tu étais devant un écran, un moniteur cardiaque, Mathieu, et que tu avais le choix entre deux types de lignes, cette première ligne-là, juste ici, ou celle-là, laquelle tu préférerais voir apparaître, dis-moi? J'aime beaucoup le dinosaure. Parce que moi, je vois un Ouais. dinosaure là, à droite. Là, mais moi, je suis entrepreneur, fait que je vais prendre la ligne qui n'est pas droite. J'aime ça, que ça aille en dents de scie. Oui, mais tu sais, si tu es devant un moniteur cardiaque puis tu vois cette ligne-là, ça ne va pas bien. Hein? Ouais, Ben, c'est vrai. c'est ça, la vie, là, c'est des hauts, des bas, parfois beaucoup d'énergie, moins, c'est ça. Fait que de garder ça, c'est la vie, c'est exactement l'image parfaite. Hein? Que notre niveau d'énergie peut être différent chaque jour aussi, de faire toujours le plus petit pas possible. J'aime ça. Puis tu parles d'être à la recherche de la vérité. Puis ça, Ouais. encore là, je pense que c'est le 5e accord Toltec, de comprendre que notre vérité, puis ou ce qu'on interprète comme étant nos vérités, n'est pas nécessairement la vérité de l'autre. Et donc, d'arrêter de présumer que ma vérité devrait être celle qui devrait être universellement adoptée. Puis d'aller justement comprendre comment l'autre voit le film de sa vie, comment chacun filtre les événements et les émotions. Ça aide beaucoup à mieux s'entendre puis à mieux se respecter dans nos points de vue qui peuvent être des fois divergents. Edith, écoute, je vais afficher le commentaire de Nadine parce que je le trouve intéressant. Si ta vie est linéaire, c'est que tu es mort. Ben oui, voilà. Et on peut tous être vivants, mais on veut être heureux vivants parce qu'il y a beaucoup de morts vivants et beaucoup de gens qui sont sur les pilotes automatiques, qui sont profondément malheureux puis qui infectent un peu. C'est un virus aussi, hein, d'être profondément malheureux. C'est difficile de ne pas avoir un impact assez lourd des fois sur les gens autour de toi quand tu vis ta vie dans un mal-être et un malaise. Donc, bref, on pourrait en jaser fort longtemps de tout ce beau sujet. Merci, Edith. Ah oui, c'est vrai, je veux partager ton site web. Je vais y retourner un petit peu. Si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, si on veut suivre un peu ce que tu fais, il y a ton site web d'abord, donc impactpleineConscience.ca. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ton site web, Edith? En fait, on retrouve tous les outils d'abord que j'ai créés. On retrouve évidemment la description de toutes les formations que j'offre. Évidemment, on va trouver des ressources gratuites aussi, donc des informations sur mon parcours. Alors, c'est un site vraiment complet là, où on a toutes les informations nécessaires pour aller de l'avant le plus petit pas possible. Et on peut, j'imagine, commander, oui, c'est ça, je vois la section boutique, donc on peut commander tes livres de ton site web directement. Oui, tu as aussi une pléthora de réseaux sociaux, donc on peut te trouver sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur YouTube. Et d'ailleurs, j'ai constaté que tu faisais du contenu sur une base assez régulière sur YouTube. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur ta chaîne? Bien, on y retrouve surtout vraiment des moments où justement je vais appliquer des techniques avec les enfants. Donc, je suis dans le quotidien de la classe, dans le feu de l'action. Je vais proposer à mes élèves des micro-pauses pour se reconnecter à soi. Donc, ça s'appelle les capsules IPC, donc les petites capsules où, dans un court laps de temps rapide, on va se reconnecter à nos sens, toujours sous forme de jeu. Il y a aussi des midis astuces IPC. Alors, les midis astuces, c'est vraiment à chaque jeudi, on va se connecter à une communauté d'éducateurs, d'enseignants. On va traiter d'un sujet, la tristesse, la peur, la colère, la connaissance de soi. On va aborder un sujet rapidement, 20 minutes top chrono, se partager des outils concrets. On a ça aussi qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, bref, il y a une variété, une richesse de contenu si on a envie de creuser davantage la question. Est-ce qu'il y a dans tes vidéos, est-ce qu'il y en a qu'on peut regarder avec ses enfants? Supposons que, j'imagine qu'il y a des... Toutes les capsules IPC sont vraiment à la pointure parfaite. Évidemment, sont tournées avec des enfants. Alors, les enfants, ils aiment toujours voir d'autres petits en action. Oui. Ben oui. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Edith. Puis évidemment, on peut se connecter à toi sur LinkedIn. Évidemment, je vous demanderai de personnaliser votre demande de connexion si vous vous connectez avec Edith sur LinkedIn. Pour ma part, si vous êtes curieux de savoir ce que je fais, vous pouvez aller voir sur mathieuchevalier.com où vous allez trouver des exemples de vidéos d'accueil et
et tout ce que je fais s'y retrouve. N'hésitez pas aussi à vous connecter avec moi sur LinkedIn si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir. Edith, merci grandement d'avoir accepté mon invitation. J'ai déjà hâte qu'on fasse un deuxième épisode ensemble parce qu'il y a une multitude de sujets dont on pourrait parler, mais entre autres, je serais curieux de savoir où tu vas être rendu sur le plan entrepreneurial dans 6 mois, dans 9 mois, tu sais, l'automne prochain. Ça pourrait être bien le fun de faire un petit retour avec toi puis voir... parce que tu es dans une croisée des chemins en ce moment, puis je trouve ça toujours très excitant de voir des entrepreneurs qui sont dans cette croisée des chemins-là, puis qu'est-ce qu'ils en font. Donc, bref, je te souhaite toute la chance, puis surtout d'avoir beaucoup de plaisir. Profite de ce beau parcours que tu as. C'est le fun d'être entrepreneur malgré tous les défis, les embûches. Tu sais que tantôt, je disais que je choisis les dents de scie. Ben, sont le fun, les dents de scie. Tu sais, on apprend, on grandit, on a du plaisir là-dedans. Merci beaucoup, Edith. Ben, ça me fait plaisir, Mathieu. Merci beaucoup. Puis merci à tous merci à tous de votre écoute. À la revoyure!